Merci beaucoup, monsieur le maire, chers camarades collègues des élus de Grenoble en commun, mesdames et messieurs les conseillères et conseillers des oppositions municipales, grenobloises, grenoblois. Avec madame Belair, nous aurons le plaisir de vous présenter ce soir le rapport annuel sur la situation en matière de développement durable pour l'année 2020 à Grenoble. Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de situer d'où nous parlons et d'où nous partons. Cela nous permettra, espérons-le, d'envisager le plus sereinement possible où nous allons. Ou pour le dire avec Bruno Latour, ou atterrir. Faisons un saut dans le temps. En 1972, une équipe de chercheurs du MIT, l'Institut de technologie du Massachusetts, publie un rapport sous le titre The Limits to Growth, les limites à la croissance, commandé par le Club de Rome, un groupe de réflexion qui réunissait des scientifiques, des économistes et des industriels de plus de 52 pays. Cet exercice prospectif se fonde sur les résultats de simulations informatiques du système monde pour observer l'évolution de la population humaine en fonction de l'exploitation des ressources naturelles, et ce, avec des projections jusqu'en 2100. 11 scénarios sont étudiés, et un point commun ressort pour 9 d'entre eux. La poursuite de la croissance économique entraînerait, au cours du XXIe siècle, une chute brutale et incontrôlée de la population humaine causée par la pollution, l'appauvrissement des sols cultivables et la raréfaction des énergies fossiles. Notons que les connaissances scientifiques en matière de climat et de biodiversité étaient trop lacunaires à l'époque pour être intégrées dans ces simulations. La publication de ce rapport fera l'effet d'une bombe, tant dans le monde des sciences économiques que dans la controverse politique et le débat public. Pour la première fois, il est scientifiquement établi qu'une croissance économique exponentielle ne saurait s'affranchir des limites biogéophysiques de notre planète. Ou, pour reprendre la formule piquante de l'économiste Kenneth Boulding, celui qui croit que la croissance peut être infinie dans un monde fini est soit un fou, soit un économiste. En 1983, l'Organisation des Nations Unies met en place la Commission mondiale sur l'environnement et le développement, sous la direction de la première ministre norvégienne Gro Harlem Brundtland. C'est en 1987 que paraîtra le rapport Our Common Future, notre avenir à tous, ou on pourrait le traduire par notre avenir en commun, plus connu sous le nom de rapport Brundtland. C'est dans ce document que l'expression développement durable apparaît pour la première fois dans l'acception suivante. Le développement durable est un mode de développement qui répond aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. En bref, sans remettre en question les fondamentaux du système socio-économique en vigueur depuis le XIXe siècle, il s'agit essentiellement de réduire les inégalités sociales, tout comme la pression sur l'environnement, directement ou indirectement causée par celui-ci. Le concept de développement durable sera désormais le fil rouge des grandes conférences des Nations Unies. Le sommet de la Terre à Rio de Janeiro en 92, le sommet de Johannesburg en 2002 et à nouveau à Rio en 2012, 10 ans à chaque fois. En 2015, l'ensemble des États membres de l'Organisation des Nations Unies adoptent le programme de développement durable à l'horizon 2030. Un plan sur 15 ans visant à réaliser 17 objectifs de développement durable, les fameux ODD. De ces décennies passées, si l'on peut noter de réels progrès réalisés dans certains domaines, les conférences des parties, les COP, tout comme la succession des rapports du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, ou de la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, IPBES, sont formelles. La rapidité comme l'ampleur des mesures prises pour atteindre les objectifs de développement durable demeurent dramatiquement insuffisantes. En 2004 est publiée la mise à jour du rapport The Limits to Growth, estimant que la réalité est dans ses grandes lignes relativement conforme aux projections du scénario Business as usual de 1972. Cette estimation sera d'ailleurs formellement confirmée en 2014 par une étude de Graham Turner du Melbourne Sustainable Society Institute qui a réalisé un test rétroactif de validité du modèle. Parallèlement à l'injonction de développement durable, la définition des limites poursuit son chemin. En 2009, une équipe internationale de 26 chercheurs identifie 9 limites planétaires à ne pas dépasser si l'humanité veut pouvoir se développer dans un écosystème sûr, c'est-à-dire évitant les modifications brutales, non linéaires, potentiellement catastrophiques et difficilement prévisibles de l'environnement.
Si le concept est incorporé dans la version initiale des conclusions de la conférence de Rio en 2012, il est hélas retiré sous la pression de nombreux pays qui voient une menace au libre développement de leurs forces productives. En France, le Commissariat général au développement durable, le CGDD, reprendra ce concept en 2019. Il est établi depuis 2015 que 4 limites planétaires sont d'ores et déjà dépassées ou sur le point de l'être. Le changement climatique, l'érosion de la biodiversité, la perturbation du cycle de l'azote et la perturbation du cycle du phosphore. Revenons en 2012. Pour le 40e anniversaire des limites à la croissance, The Limits to Growth, l'un de ses co-auteurs, Dennis Meadows, nous avertissait. Lors de la publication de son rapport en 1972, l'économie mondiale utilisait 75% des capacités de régénération de la biosphère. Or, aujourd'hui, nous en sommes à 150%. C'est le fameux jour du dépassement. Si en 1972, il était raisonnable de penser que l'économie pouvait décélérer et réaliser les investissements nécessaires pour évoluer vers un fonctionnement durable, aujourd'hui, il est illusoire de penser que nous pouvons revenir dans les limites de ce que peut supporter l'écosystème. Par conséquent, si une décroissance n'est pas opérée de manière volontaire et en bon ordre, une récession massive se fera nécessairement de manière forcée, subie, à travers la succession de crises qui surviendront durant les prochaines décennies. Dennis Meadows nous invite à nous focaliser sur le concept de résilience plutôt que sur celui de durabilité, afin de réduire au maximum les impacts négatifs que les inévitables catastrophes auront sur les valeurs essentielles que nous voulons préserver. Autrement, la notion de développement durable aurait été opérationnelle si elle avait été massivement déployée et opérationnalisée dans les années 70. Un demi-siècle plus tard, invoquer le développement durable comme possible remède au capitalocène, cette grande accélération thermo-industrielle de l'anthropocène, comme tempérance face à cette consommation toujours plus forte et plus rapide des ressources naturelles comme des cultures, à ce turbo-capitalisme sous perfusion pétrolière qui dévore le monde? Non, vraiment. Tout cela relève bien désormais de l'aveuglement, de la pensée magique, quand ce n'est pas d'une volonté cynique de greenwashing, cet éco-blanchiment, ce verdissage d'un mode de développement auquel on refuserait de renoncer. Se battre aujourd'hui pour le retour de la croissance, c'est se battre pour la dévoration du monde. Prétendre aller chercher chaque point de croissance avec les dents, comme le proposait un ex-président de la République française récemment condamné pour corruption, cela revient à se battre contre toute humanité environnementale. Ayons ce devoir de lucidité. Malgré un tassement relatif du taux de croissance économique mondiale, les émissions de gaz à effet de serre et la pollution continuent d'augmenter. Les changements climatiques s'accélèrent, les ressources se raréfient, les inégalités sociales explosent tandis que la biodiversité s'effondre. Une transition douce pour modifier la trajectoire délétère que nous avons prise est désormais tout à fait improbable. D'autant plus si elle est fondée sur le maintien du paradigme de la croissance économique, cette croissance prétendument verte qui compte sur un hypothétique découplage entre activité économique, consommation de ressources et émissions de gaz à effet de serre. Au pessimisme de la raison opposant l'optimisme de la volonté. Il revient à l'humanité de définir les bases de nouveaux systèmes socio-économiques qui survivront à la série de catastrophes en cours et à venir. Il nous revient d'opérer une redirection écologique de tout le système productif et redistributif. Il nous revient également d'en modifier profondément sa gouvernance, car l'oppression des femmes et la destruction de la nature sont les deux facettes indissociables d'un même modèle de civilisation qu'il nous faudra dépasser, quoi qu'il en coûte. Il s'agit dès lors de nous retrousser les manches. Comme nous y invite le naturaliste Harvey Mead, s'il est trop tard pour le développement durable, il est également trop tard pour désespérer. Ou autrement énoncé par le philosophe Jean-Pierre Dupuy, parce que le pire est inéluctable, nous sommes forcés d'agir.